Bonjour à tous et bienvenue sur Séries et Jeux vidéo. Après avoir regardé une première fois l'épisode en français pour vous fournir des captures sans sous-titres, j'ai regardé une deuxième fois en VO et ça n'a vraiment rien à voir. Je ne perds pas de temps parce qu'il y a pas mal de choses à dire, je vous propose mon analyse de ce premier épisode de la saison 8 de Game of Thrones qui aurait littéralement pu s'intituler Retrouvailles. C'est là avec le public d'abord mais aussi des retrouvailles entre tout un tas de personnages qu'on attendait avec impatience. Si vous n'avez rien vu et que vous voulez garder la surprise, passez votre chemin, sinon on est parti pour quelques minutes ensemble, générique. L'épisode débute sur un magnifique parallèle entre 7 enfants qui se précipitent pour découvrir l'armée qui entre dans Winterfell et Arya qui reste de côté pour admirer son grand frère entrer dans la ville. On repense au début de la saison 1 où Arya était le petit feu follet qui grimpait sur le chariot pour admirer la suite du roi et la famille Lannister qui l'accompagnait. Elle sait ce qui les attend tous, elle est impressionnée, elle profite du moment, elle admire les dragons et ce petit sourire en coin est magique. Elle imagine 2 secondes ce qu'elle serait capable de faire avec une arme comme celle-là. L'enfant qui crapahute comme Bran le faisait au tout début de la saison 1 est un bon point de vue qui nous rappelle à quel point l'armée qui arrive est attendue, à quel point elle inspire la puissance, mais quelques secondes plus tard on se rend compte à quel point elle inspire la méfiance et la crainte. Arya, en voyant passer ce frère dont elle était si proche étant jeune, hésite pendant quelques fractions de secondes à hurler pour qu'il la voie et pour qu'elle saute dans ses bras et que les retrouvailles que tout le monde attendait depuis 8 saisons se produisent enfin. Mais elle sait ce que représente ce moment pour son frère, il n'est plus juste Jon, il est celui qui a amené avec lui une chance face aux marcheurs blancs et une reine que personne ne connaît mais que tout le monde craint déjà. On voit finalement sur le visage d'Arya une sorte de montagne russe des sentiments qui peuvent transparaître sur une personne qui a connu autant de choses qu'elle. Lorsqu'elle voit le limier, il y a dans ses yeux un mélange d'incompréhension et de haine. Il fait encore partie de sa liste et elle gardera toujours en mémoire que c'est lui qui a exécuté Mycah sur les ordres de Joffrey. Leur rencontre quelques minutes plus tard pourra nous donner une idée de ce qui nous attend concernant leur relation. Et ce nuage sombre sur son visage disparaît vite parce qu'elle retrouve Gendry et le regard qu'elle lui lance n'est pas d'après moi que de la nostalgie. Il y a quelque chose de plus à mon avis. En tout cas, c'est ce que j'attends de cette saison. Elle a atteint l'âge pour les séries américaines de découvrir l'amour, donc la possible romance entre Arya et Gendry risque d'être bien sympathique. Ils ont tous les deux un gros caractère et la réponse facile. Daenerys, elle, se rend vite compte de ce que c'est que d'arriver dans le Nord. Bien sûr, elle a eu l'habitude d'être accueillie comme un cheveu sur la soupe ou comme un simple morceau de viande sur pattes dans les villes où elle a finalement réussi à chaque fois à se forger une réputation et mériter son titre de briseuse de chaînes, mais là, c'est différent. Elle arrive en reine salvatrice et elle doit inspirer le respect et la puissance qu'elle apporte avec elle. Elle doit à la fois transmettre une certaine crainte au peuple qui la découvre, mais aussi les impressionner et surtout les rassurer assez pour leur montrer que c'est d'elle que viendra le salut. Elle sait qu'elle vient pour faire le bien, Jon sait qu'ils se sont alliés pour le bien de tous, mais cette méfiance est quand même profondément ancrée dans les esprits et c'est un lourd poids qui va peser pendant un long moment à mon avis. Le passage de Tyrion et Varys est le moment de relâcher la tension, un peu de fraîcheur avant les grandes orgues. J'avais un peu l'impression à ce moment de retrouver Statler et Waldorf, les deux vieux des Muppets qui sont la touche d'ironie de la série. Vu le poids de la scène et la densité de ce qui vient de nous être balancé et ce qui nous attend, c'était sans doute nécessaire, parce que c'est le malaise qui suit avec l'entrée de Vercry et Missandei. Ils représentent pour le peuple de Winterfell les étrangers qui entrent dans la cité, ils sont d'un continent qu'ils n'ont jamais connu et leur couleur illustre la différence que représente cette armée qui entre dans les contrées du Nord qui n'ont connu comme différence physique que quelques cheveux blonds. Après ils ont quand même rencontré un géant donc ils peuvent quand même être capables d'ouvrir un peu les esprits, non? Jon essaye d'adoucir la situation en essayant de limiter cette attitude à une simple méfiance, mais je pense que c'est bien plus profond que ça. On parle de peur ou de défiance et ces deux sentiments sont bien plus dangereux pour le pouvoir en place. D'ici à ce qu'un ou deux habitants se mettent en gilet jaune, on n'est pas loin à mon avis. Mais maman a toujours avec elle ses enfants pour calmer les esprits ou au moins pour détourner l'attention sur ce qu'elle veut laisser paraître de son entrée. C'est elle le patron et elle entend se faire obéir coûte que coûte. Il y a de la fierté dans ses yeux, là où dans les yeux d'Arya il y a de l'émerveillement, même de l'imagination sur les dégâts que pourraient représenter ces deux armes de destruction massive. Comme je le disais, cet épisode qui s'intitule L'hiver est là aurait pu et aurait certainement dû s'intituler Retrouvailles. Tout l'épisode est construit autour de retrouvailles de tous les personnages qu'on a vu évoluer durant les 8 saisons de la série. Certains étaient des enfants innocents, d'autres étaient des jeunes hommes presque aussi innocents, et certains étaient des profonds enfoirés, et ils ont tous évolué vers quelque chose de plus grand, ou au moins ils ont tous vécu des événements aussi dramatiques que choquants qui les auront changés pour toujours. La première vraie retrouvaille, c'est celle de Jon avec Bran, et comme à chaque fois, la corneille à 3 yeux déstabilise celui qu'il a en face de lui. Jon s'étonne de voir à quel point il a pu grandir, et lui dit « Regarde-toi, tu es un homme ». Bran le reprend en disant « Presque ». Pas parce qu'il s'estime encore jeune, mais parce qu'il se voit plus vraiment comme un homme normal. Il a dépassé ce stade. C'est une sorte de professeur Xavier qui a la connaissance quasi absolue, avec tout ce que ça implique de souffrance et de manque d'empathie.
Le regard que lance Sansa à Jon est assez drôle d'ailleurs, on a l'impression qu'elle va lui dire « T'inquiète, je t'expliquerai » avec un petit clin d'œil. On retombe ensuite dans une scène plus dense et tendue avec la présentation de Daenerys à Sansa qui est tout simplement froide comme le mur qui vient de tomber, comme le rappelle Bran avec toute la diplomatie qu'il caractérise. À présent, tout le monde sait que les marcheurs sont en route pour le sud et très certainement dès l'épisode 3 pour Winterfell. Tous ces petits moments sont un bon moyen de remettre tous les ingrédients en place avant de les mélanger pour connaître le goût du plat de résistance. Pour tout vous dire, c'est plutôt acide pour l'instant et une petite touche de sucre ne ferait pas de mal à tout le monde pour se détendre un petit peu. Mais bon, comme on pouvait s'y attendre, les tensions ne se calment pas en quelques secondes. Le conseil de guerre qui suit donne une petite idée des problèmes d'organisation qui vont se mettre en place pour l'épisode suivant. Pas pour le troisième parce que c'est difficile de se prendre la tête quand on doit esquiver les javelots de glace, mais comme d'habitude c'est Lyanna Mormont qui remet tout le monde à sa place et surtout le pauvre Jon qui pensait pouvoir se cacher derrière Sansa et Daenerys. Lord Omble, le random guy de 10 ans qui est apparu dans la saison 7, prend sa place de victime potentielle et annonce qu'il va se presser de partir chercher ses troupes après avoir reçu son petit lot de chevaux de la nouvelle reine. Quand on pense que quand il a prêté allégeance, il avait dit maintenant et à jamais, il pensait pas vraiment que les deux moments pourraient être aussi proches. L'intervention de Tyrion pendant le conseil est pour moi incompréhensible tellement elle est déplacée. C'est un Lannister, il a été la main de Joffrey et à présent il est la main de cette reine que personne ne connaît et qui inspire plus la peur que le respect. Sérieusement, qui dans l'assemblée a envie de l'entendre à ce moment-là ? Je pense même que son intervention est loin d'apporter de l'eau au moulin de la team Targaryen. Par contre, au moment où il balance sans aucune pincette que l'armée Lannister va faire son arrivée et les aider dans la bataille, j'ai rapidement compris pourquoi il était intervenu et surtout son talent pour se faire passer pour le pauvre innocent qui a difficilement négocié avec sa sœur pour obtenir d'elle l'assistance que Jon réclamait. Je pense honnêtement qu'il y a un stratagème derrière tout ça et que Tyrion prépare quelque chose de sombre et qui risque de poser un ou deux problèmes à l'avenir. Le petit regard qu'il a à la fin de son intervention est assez parlant d'ailleurs. Il tourne les yeux un peu partout autour de lui pour voir les réactions à la bombe qu'il vient de balancer en plein milieu de la pièce. Tyrion n'est pas idiot et même si Sansa lui exprime sa déception quelques minutes plus tard au moment de leur retrouvaille, je suis persuadé qu'il a pas dit ça à ce moment pour rien et qu'il prépare quelque chose. Peut-être un accord avec Cersei pour sauver la famille, mais je pense qu'il voit un peu plus loin que ça et qu'il est pas un joueur qui ne voit qu'un seul coup à l'avance. Il a en général au moins 2 ou 3 coups d'avance et les révélations sur ce sujet-là risquent d'être assez sympathiques. Sansa pose les problèmes d'organisation et surtout les pénuries de nourriture qui vont rapidement se poser. L'hiver est là, c'est déjà difficile de nourrir une ville comme Winterfell et les troupes qui étaient arrivées. Et maintenant on ajoute des milliers d'hommes et 2 dragons qui ont en général plutôt bon appétit. Après ça elle demande, ça se nourrit de quoi un dragon d'ailleurs? Et Daenerys calme tout le monde avec un glaçant de tout ce qui lui plaît. Et le regard qui suit transperce littéralement Jon qui pourrait se cacher sous la table à ce moment-là s'il en avait eu la possibilité. Comme je le disais tout à l'heure, les retrouvailles entre Sansa et Tyrion sont elles aussi tendues. Dans d'autres circonstances, elles auraient été plus légères, mais il est la main de cette reine inquiétante et surtout il vient de balancer son énormité au conseil. Sansa est logiquement sur la défensive et même si elle garde un peu de tendresse pour l'un des seuls habitants de Port-Réal à ne pas l'avoir malmené, elle se rend compte qu'il est quand même plus dangereux qu'il le laisse paraître. Bon après c'est la scène que tout le monde attendait, même si j'avoue avoir eu des frissons au moment des retrouvailles entre Jon et Bran, la froideur du petit frère a rapidement calmé les émotions. Par contre là, j'avoue que j'ai quand même eu ma petite larme au coin des yeux, il y avait des liens si forts entre eux, ils ont tous les deux perdu tellement, ils ont tous les deux souffert tellement que ces retrouvailles impliquent forcément une dose d'émotion assez impressionnante. L'arrivée en furtif d'Arya est assez sympa d'ailleurs, elle sait faire son entrée et le petit échange avant que le vernis craque est frais et montre le charisme naturel des deux personnages. Bien sûr après, ils comparent leurs outils en bons bagarreurs, mais quand Jon demande à propos d'aiguilles si Arya s'en est servie, elle lui répond une ou deux fois. En même temps, comment voulez-vous qu'elle assume devant son grand frère qu'elle est devenue un assassin de sang-froid qui a tué plus d'ennemis qu'il ne pourrait l'imaginer? En fait c'est 64, mais bon d'autres ont fait bien pire. Elle essaye ensuite de faire comprendre à son frère l'importance de la famille et surtout qu'elle a su mettre de côté toutes les tensions qui existaient entre elle et Sansa pour sauver leur relation. Après avoir été partisane de la solitude, Arya retrouve ce qui faisait la force des Stark au tout début de l'aventure, c'est ce lien qui les unissait et qui était accompagné par l'importance de la parole donnée. Elle aussi a peur de ce que peut représenter Daenerys et elle préfère ramener son frère amoureux sur terre sans trop le brusquer, elle sait que Sansa va s'en charger. Du côté de Port-Réal, Cersei apprend avec un plaisir certain que les marcheurs arrivent sur Winterfell. Le plan est en marche et elle va pouvoir continuer à placer ses pions pour retourner la situation comme elle sait si bien le faire. Et juste derrière, on aperçoit justement la flotte d'Euron Greyjoy avec à son bord les milliers de soldats de la Compagnie Dorée. On ne sait pas encore à ce moment que les éléphants ne faisaient pas partie du voyage, mais c'est quand même assez impressionnant pour donner une idée de ce qu'elle est capable de mettre en place pour mener son petit plan diabolique à terme. Euron ramène en plus de la Compagnie Dorée Yara qui reste attachée dans les cales du bateau juste avant que son frère vienne la sauver en se faufilant et en éliminant les soldats qui montaient la garde. Sa motivation principale, comme depuis plusieurs épisodes, et sa rencontre avec Cersei, c'est de s'occuper avec la reine et de passer un bon moment avec elle. Autant dire qu'il y aura mis du cœur et qu'il avait montré qu'il était motivé quand même.
Strickland ne montre rien de spécial dans cet épisode, mis à part qu'il ne relève pas vraiment la petite attaque de Ron au sujet de la mort des soldats de la compagnie dans une histoire de jeu au hasard et de tricherie. Je crois que c'est justement la faiblesse de Strickland dans les livres. Il manquerait un peu de caractère, mais si vous en connaissez plus, n'hésitez pas dans les commentaires. Est-ce qu'on aura droit dans les épisodes à venir à son lieutenant qui viendra montrer qui est véritablement le patron? Pour la suite, la scène de reniflage entre Cersei et Euron est assez drôle, et on voit qu'elle cède finalement pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle a encore besoin de lui et de sa flotte pour son petit plan machiavélique, mais aussi parce qu'elle aime retrouver dans ce leader charismatique et pourtant orgueilleux et prétentieux à l'extrême ce qui l'a fasciné dans le personnage de son père. En plus, à la fin de leur petit moment privilégié, il lui fait le plus beau cadeau qui soit, il lui laisse une porte de sortie pour ce bébé qu'elle attend et qui est potentiellement de Jaime. De la même manière, si les théories sur le fait qu'elle avait inventé son bébé sont vraies, elle a enfin un moyen de légitimer sa révélation à toute la cour et garder avec elle ce bon garçon qui a avec lui la flotte la plus impressionnante du royaume. Et on apprend que c'est finalement Bronn qui lui servira d'arme pour faire assassiner ses deux frères, ou au moins pour envoyer ce personnage pas complètement stable loin d'elle et de ses plans bien précis. Bronn est un danger pour elle parce qu'il est lié à Jaime, comme à Tyrion, et elle sait que c'est une oreille qui traîne et elle ne veut pas s'embarrasser d'une inquiétude supplémentaire. Je pense pas qu'elle ait des illusions sur la capacité de Bronn à tuer ses deux compagnons de bataille, c'est définitivement un moyen de l'envoyer loin, et même si ça coûte cher, elle voit plus loin de toute façon. Alors que l'armée omble fait toujours défaut, c'est celle des Karstark qui arrivent dans la cité, qui ajoute encore quelques bouches à nourrir. Un petit passage pour bien nous montrer que les Ombles ne sont toujours pas là, malgré qu'ils se situent à peu près à la même distance que les Karstark. Encore une fois, les petits vieux, maintenant ils sont 3, font leur petite analyse de la situation avec ironie. Et comme la première fois, cette scène annonce une scène avec les dragons. Et là, c'est la deuxième scène que tout le monde attendait. Jon Snow, Iceman, commence sa petite balade avec Daenerys Maverick. Je crois que ça fait partie des moments où la relation se construit entre Daenerys et Jon. Il passe une épreuve en montant ce dragon et elle voit dans cette balade qu'il est de son niveau et qu'ils vont pouvoir partager des choses ensemble. Quand il la conduit dans cet endroit où il allait chasser quand il était jeune, elle se rapproche encore un peu plus de lui. Et même si Jon connaît un petit moment de solitude d'embrasser cette femme devant deux machines de guerre capables de le réduire en cendres, si un seul mouvement leur plaît pas, ils se démontent pas et je pense que Daenerys apprécie cette forme de courage. Mais l'échange de regards entre Jon et Drogon est vraiment impressionnant. Il y a de la peur et de l'intimidation bien sûr, et j'ai l'impression que le dragon lui accorde un petit regard qui veut dire dans le fond « Bien ouais mec ». Tout le passage avec les dragons est magnifique, que ce soit les scènes de voltige comme les paysages, avec au final cette chute d'eau ultra romantique. Tout est en place pour créer un moment magique. Et comme si on n'avait pas encore compris, le passage qui suit immédiatement cette scène d'amour, c'est les retrouvailles entre Arya et Gendry à la forge. Elle en profite pour commander sa petite arme d'Ast, qui va faire pas mal de dégâts à mon avis, mais la tension amoureuse entre les deux est vraiment palpable. Un couple est en train de se former et j'espère qu'il survivra à la guerre qui arrive, parce que les moments de bonheur sont assez courts dans Game of Thrones en général. À côté de ça, l'échange avec Sandor réchauffe un peu leur relation, après ce regard du début d'épisode qui promettait un affrontement assez sanglant. Je pense qu'Arya est partagée avec ce gros ours, elle garde en tête l'exécution de son ami, mais elle respecte quand même ce survivant et ce tueur implacable. Je pense que la guerre qui arrive crée une pause dans les volontés d'Arya, mais à terme, on pourrait quand même avoir droit à une petite explication finale. L'arme qu'elle commande est une sorte de lance qui se détache en deux morceaux et qui sera équipée d'une lame ou d'une pointe en ver dragon. Après le règlement de compte entre Sansa et Jon sur les décisions de l'ex-roi du Nord, le moment de malaise entre Daenerys et Sam nous permet d'assister à la rencontre des deux personnages qui sont à l'heure actuelle les plus proches de Jon et qui vont très certainement le tirailler entre deux choix impossibles. Daenerys dévoile qu'elle a fait exécuter le frère et le père de Sam, et même s'il ne laisse pas paraître qu'il est ravagé par cette révélation, toutes les décisions qu'il prendra à partir de là seront basées sur cette révélation. Je pense qu'il était fan de la reine et de ce qu'elle avait réussi à accomplir en partant de rien. Il était impressionné par les dragons et voyait sa relation avec Jon comme une bonne chose, mais tout va changer à partir de là. Alors qu'il était partagé sur le fait de révéler à Jon la vérité sur ses origines, il est maintenant décidé à le faire, mais en plus à utiliser cette révélation pour créer une tension entre les deux amoureux. C'est un grand danger dans l'alliance qui a déjà du mal à se mettre en place, et je pense que Jon comme Daenerys vont avoir beaucoup de mal à encaisser cette info qui change toutes leurs histoires respectives et qui rabat complètement les cartes dans ce jeu du trône dont parlait Cersei à Ned Stark peu avant sa mort. La fin de l'épisode nous lance deux bonnes grosses bombes avec d'abord la mort de Jon Omble à Castle Black qui avait bien été préparé depuis le début de l'épisode et qui est un message bien flippant du roi de la nuit aux quelques survivants de la garde avec encore une fois cette mystérieuse roue qui n'a toujours pas été déchiffrée par les fans. Certains y voient un cycle éternel et d'autres carrément la possibilité d'un contact avec les extraterrestres. On en apprendra plus assez rapidement, c'est certain.
Et on a finalement la scène finale avec les dernières retrouvailles qui mettent face à face Jaime et Bran qui ne se sont plus revus depuis que le premier a balancé du haut de la tour le second. Est-ce que la rencontre va se faire ou est-ce qu'ils vont juste échanger un regard et passer à autre chose? S'ils se parlent, en tout cas, Jaime aura le droit, comme tout le monde, à sa petite révélation sur son passé, sur un mensonge qu'il n'avait pas imaginé, ou peut-être même sur son futur et le rôle qu'il pourrait jouer à la toute fin de l'histoire en assassinant sa sœur. Et pourquoi pas lui dévoiler que le bébé de Cersei n'a jamais vraiment existé. En tout cas, la rencontre à venir entre Daenerys et celui qui a assassiné son père promet un bon moment à la Game of Thrones. Pour conclure, j'ai aimé ce petit récap et toutes ces retrouvailles avec plein de parallèles sympathiques entre le début de l'aventure et la fin qui approche à grands pas. On n'apprend rien de spécial et même si on découvre enfin des passages importants qu'on attendait tous, les pièces sont en place sur l'échiquier, on n'attend plus que le dernier camp, celui des marcheurs blancs qui reste encore un peu discret. Le teaser de l'épisode 2 annonce un procès de Jaime et les prémices de la grande bataille. Je pense que la tension va monter crescendo et que le lourd de la saison sera pour l'épisode 3. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous découvrez ce que je fais, regardez d'autres vidéos. Si vous accrochez, abonnez-vous et laissez-moi plein de pouces bleus. Je vais vous laisser maintenant parce que je dois refaire le menu de midi pour les 2 dragons. Je leur ai sorti des chèvres, mais ils mangent que ce qui leur plaît, donc je vais voir s'il me reste du tarli dans le frigo. En tout cas, profitez bien, regardez des séries, jouez à volonté et je vous dis à très bientôt sur séries et jeux vidéo.